oui. Alors les paillettes, Lily, ça sert à quoi? Ah oui, d'accord. Alors les paillettes, Lily m'explique que elle en a beaucoup parce qu'elle a beaucoup, ce qu'on appelle l'ocytocine et la sérotonine. Ce sont deux hormones compliquées, ces noms. Oh là là, mais nous, on veut se souvenir que des paillettes. D'accord? Les paillettes, ça sert à bien se concentrer et à faire des choses de façon adaptée. Voilà. On rencontre les gens, on sourit, on est poli, etc. Tout ça, c'est OK. Lily, elle en a assez pour tout faire de façon adaptée. Ça va? Je vous jure que quand elle se met en colère, parfois, ça fait pas rigoler, hein. Ouh là 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 là. Bah oui, mais ses émotions aussi, elles sont organisées. Et voilà. Alors ça, c'est le sien. Elle a qu'une boîte. Ça va. Pas trop compliqué. Maintenant, je vais vous montrer le mien et donc le vôtre. Donc les neurotransmetteurs, il y en a tout un tas. Il y a la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine et tout ce que vous voulez. Et celui qui nous intéresse particulièrement dans le TDAH, c'est la dopamine. Et là, celui que vous avez à l'écran, vous avez les petites bulles bleues, là, les petits ronds bleus Mhm. qui sont dans la synapse. Ça, c'est la dopamine. Et vous avez un autre truc, c'est le petit carré vert qui est sur le bord du neurone présynaptique, qui est le transporteur de la dopamine. Ce transporteur de la dopamine, il a une action de recapture, c'est-à-dire qu'il va enlever la dopamine qu'il y a dans la synapse et il va l'aspirer. D'accord? Chez les gens qui ont un TDAH, ce transporteur de la dopamine, il est surexprimé et hyperactif. C'est-à-dire que vous avez plus de petits carrés verts que dans la normale. Mhm. Et ils aspirent un petit peu plus. Ce qui fait que très souvent, quelqu'un qui a un TDAH va ressentir un effet de manque de dopamine. La première étape, c'est déjà une prise de conscience des symptômes. Et après, c'est de voir avec son médecin traitant qui va rediriger donc vers un psychiatre, un neuropsychiatre, un pédopsychiatre. Qui va rediriger vers les professionnels qui seront à même d'amener des évaluations complémentaires. Ce sera pas forcément le psychiatre, le neuropédiatre en première intention. En Et, France, on a des lignes d'intervention. On a 3 niveaux d'intervention. On a ce qui va se passer en libéral. On a ce qui va se passer dans les services dits de niveau 2, les CMPP, les CAMPS, etc. Et puis, on a les niveaux 3 où on a tous les centres dits experts, les centres de diagnostic qui sont dans les CHU essentiellement. Et puis pour coordonner tout ça, parce que c'est quand même compliqué pour les parents de savoir par quel bout prendre les choses, on a depuis quelques années maintenant les plateformes de coordination et d'orientation, donc les PCO, qui sont des plateformes qui sont sollicitées par le médecin traitant, d'où l'intérêt vraiment d'aller voir son médecin traitant en première intention. C'est une composante, on va dire, avec laquelle l'enfant va vivre. Et ça, je pense qu'il faut absolument sortir de cette notion de culpabilité. C'est pas de votre faute. Tu vois, c'est vraiment se dire, c'est pas de votre faute. Et ça, voilà, faut vraiment le remarteler parce qu'elle est tellement violente, cette culpabilité. Pardon, et j'ai pas donné la dernière forme de culpabilité, c'est la culpabilité d'avoir l'impression de mal faire aussi. Parce que face à tous les défis qu'il y a, on en parlera dans une autre session, mais sur tout, même l'administratif, sur à quel moment il faut médicamenter, sur est-ce que je mets en place les bonnes choses. Tu vois, toute cette culpabilité qui nous ronge, alors qui ronge un paquet de parents, même d'enfants neurotypiques et autres. Mais tu sais, cette culpabilité qui va te ronger, de te dire est-ce que je fais les bonnes actions pour mon enfant. Et pareil, encore une fois, ce que je crois que je disais dans le livre, en fait, les parents, faut pas oublier, vous faites du mieux que vous pouvez, au moment que vous pouvez, en fonction de ce que vous connaissez. Alors la Parce que deuxième chose que j'aurais aimé que les adultes comprennent, c'est que le masking, c'est pas réservé aux adultes. Oui, on peut tout à fait masquer ses difficultés dès son plus jeune âge, et ce, même en famille. C'est vrai que lors du diagnostic, on dit souvent que c'est essentiel de s'intéresser à l'enfance, parce que c'est généralement pendant cette période-là qu'on masque moins, et donc que les symptômes ressortent plus. C'est vrai, mais il faut garder en tête que même un enfant peut masquer et compenser. Et le fait de ne pas savoir ça pousse l'adulte à se dire non, mais s'il avait un TDAH, je le verrais forcément. Ouais. Du coup, ce qui peut retarder un petit peu le diagnostic. Et moi, ça a été mon cas. J'ai été poussée très jeune, je vous expliquerai après, mais à masquer et à compenser. Et donc, du coup, j'ai été diagnostiquée tardivement parce que, en fait, autour de moi, on pensait que le TDAH, ça se voyait forcément. Les parents sont à la fois en recherche de diagnostic, mais
aussi doivent pouvoir le digérer une fois qu'ils l'ont reçu. C'est-à-dire que c'est à la fois soulageant, ah ok, on comprend ce qu'il a, et peut-être décourageant à certains moments. En grande section, on a commencé les équipes éducatives et c'est un médecin scolaire qui nous a dit, qui avait vu Martin, tu vois, en visite médicale organisée par l'école. Elle l'avait vu l'après-midi et le soir, il avait sa première équipe éducative, pardon, et elle était présente. Et quand elle l'a vu, en fait, elle a dit direct, tu vois, ma mère m'accompagnait à ce moment-là et elle nous a dit, mais en fait, c'est pas d'une psychologue qu'il a besoin, votre fils. Il a besoin d'être accompagné différemment. Elle dit, il va beaucoup plus vite que le timer, tout simplement. Il va beaucoup plus vite que le temps. Et ben, il s'ennuie. Donc, du coup, en fait, là, j'ai senti Ouais. Il y a eu des une, mots de mis sur. une espèce de délivrance de me dire, putain, mais en fait, pour la première fois, il y a quelqu'un qui nous accuse pas. Et là, je veux qu'on commence, si tu veux bien, Fabienne, par faire la différence entre l'opposition et les troubles de l'opposition. J'aime bien dire, c'est pas parce que l'opposition de votre enfant vous cause du trouble que c'est un trouble de l'opposition. Presque tous les enfants, surtout ceux qui ont un fort caractère, vont un jour ou l'autre s'opposer, refuser de collaborer à certaines consignes, tenter de déjouer les règles, argumenter sans fin pour une babiole, faire des crises dans lesquelles ils peuvent se montrer même agressifs, violents, les insultes, etc. Bon, bref, presque tous les enfants passent par là. Et c'est Un ça. jour. Oui, c'est ça, c'est normal. Ça fait partie de l'éducation, ça fait partie du développement normal de l'enfant. Quand on parle de troubles de l'opposition, généralement, ici au Québec, on va avoir un diagnostic posé par des professionnels, un diagnostic différentiel dans le sens où on va voir est-ce qu'il y a autre chose, un diagnostic de troubles de l'opposition avec provocation. On est dans une autre sphère. On parle d'enfants et d'adolescents qui s'opposent du matin au soir à toute consigne, toute règle, même les consignes les plus banales. Viens manger. L'enfant a pourtant faim, mais non, il faut qu'il tire le temps, qu'il s'oppose en disant, ben, moi, c'est pas cette chaise-là, c'est l'autre. Il n'est pas question que je mange ceci. Donc, tout devient une espèce de bataille. Ouais, effectivement, c'est quoi déjà la méthode Barclay? Ouais. Alors, c'est vrai que la méthode Barclay, alors on en entend un petit peu plus parler aujourd'hui et j'en suis ravie parce que c'était pas le cas. Je vais vous contextualiser un petit peu. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Pourquoi c'est si important? Eh bien parce que la guidance parentale fait partie de la prise en charge officielle selon les bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé. Je vous rappelle justement quelles sont ces bonnes pratiques. On a d'abord la psychoéducation qui doit être faite, c'est-à-dire permettre aux parents et à l'enfant de comprendre ce qu'est le TDAH. Et puis juste après, qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté la guidance parentale, comme la méthode Barclay dont je vous parle aujourd'hui, et les aménagements scolaires, évidemment, si toutefois il y a des problèmes à l'école. Sinon, ça roule et puis il n'y a pas de questions à se poser. Et la médication qui vient après si besoin. Voilà, merci de le préciser. Effectivement, la médication qui vient après, donc la psychoéducation, la guidance parentale, les aménagements scolaires. Si ça n'a pas suffi, on passe à la médication. Évidemment, dans certains cas où l'enfant est en souffrance, où le diagnostic parfois est un peu trop tardif, que vraiment il y a un impact fort, etc., on peut proposer la médication en première intention. Par exemple, la colère en particulier, que ça se produit, c'est une sensation comme un volcan. Ça arrive et la personne me dit, j'ai même pas 2 secondes pour pouvoir mettre quelque chose en place parce que c'est très violent. Donc chez un enfant, encore plus. Et comme il n'arrive pas à verbaliser, ça va être compliqué. C'est important de comprendre que c'est pas un manque de volonté. C'est une difficulté neurologique à réguler ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui m'amène à parler justement ce qui est central, de la dysrégulation émotionnelle. Parce que ce fonctionnement du cerveau qu'on vient d'évoquer, il va avoir une conséquence directe. C'est une difficulté à réguler les émotions. Pour expliquer un peu la dysrégulation émotionnelle, quand on n'a pas de TDAH, dans la journée, on ressent des émotions, la joie, la tristesse, la frustration, mais au fur et à mesure, ça s'évacue de notre corps. Tandis que quand on a une dysrégulation émotionnelle, ça va se superposer. C'est-à-dire qu'un enfant qui va être frustré, par-dessus, il va avoir peur,
il va pas réussir à faire un exercice et au fur et à mesure, ça va s'accumuler. Et les émotions, elles vont pas s'évacuer et le retour à l'état de base va mettre beaucoup plus de temps que les autres. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de dysrégulation, quand il va ressentir une émotion, ça va être un peu comme un escalier. Ça va monter au fur et à mesure. Il va y avoir une marche après l'autre. Tandis que quand on a une dysrégulation émotionnelle, ça va être très, très rapide. Et parfois, l'émotion, elle n'a même pas le temps d'être digérée, qu'il y en a une autre qui va venir par-dessus. En fait, ce dont je voudrais directement discuter là dans cette conférence avec vous, c'est que on a aussi nous-mêmes des croyances qui sont ancrées et notamment ce genre de phrase. Il faudrait que quand même elle apprenne à se motiver toute seule parce que je peux pas toujours être derrière elle pour faire les choses. En plus, je comprends pas. Elle a tout pour réussir et pourtant il se passe rien, ça traîne et pas motivé, ou alors je suis toujours obligée d'être derrière et voire même parfois de faire à la place pour que ça avance. Et ça génère davantage encore de frustration. Et le problème, c'est que ces croyances-là qui sont bien ancrées, qu'on verbalise même et qu'on vient valider lors de nos discussions avec nos amis, la famille, nos proches, ça ancre aussi une certaine culpabilité, de la pression, clairement, et puis je sais pas vous, mais en tout cas moi, clairement de la fatigue mentale. Hein. Et dans le cas spécifique des familles avec un enfant TDAH, un truc sur lequel on peut travailler en dehors des compétences de gestion de conflit que je viens d'évoquer, c'est justement tout ce qui est environnement. Parce que une des raisons pour lesquelles les enfants peuvent se disputer, c'est parce que ils ont chacun besoin de trouver leur place au sein de la famille. Et parfois, quand on est dans une situation comme ça, où il y a un des enfants qui a une spécificité qui est plus prise en compte par les parents, c'est le cas aussi dans les familles avec un enfant avec handicap, tu vois, visible, hein, il y a une différence de traitement qui est normale. Et attention, je dis ça tout de suite, c'est normal qu'il n'y ait pas égalité de traitement, qu'il y ait un TDAH ou pas. C'est une des pistes justement pour faire évoluer l'environnement, et ça, quelles que soient les familles, c'est de sortir de cette recherche d'égalité, de dire il faut qu'ils aient la même chose, comme ça ils n'ont pas à dire oui mais mon frère il a et ma soeur elle a et pas moi, Non, c'est normal qu'ils aient pas la même chose, d'accord? Donc ça c'est déjà un point qui est important à intégrer, quelle que soit la famille que vous avez. Cependant, dans un cas comme celui-ci où il y a effectivement une différence, non pas de traitement mais carrément de préoccupation, on peut imaginer que le frère ou la sœur se sente un peu délaissé et ait du mal à trouver sa place. Donc, l'art du cadre élastique. Déjà, avant de commencer, on va identifier ce qui va engendrer de l'opposition avec les enfants qui ont un trouble de l'opposition, notamment. Eh bien, il y a un schéma qui se crée, et ce schéma, c'est on va avoir des demandes parentales, hein, donc des exigences, des injonctions, et puis on va sentir que l'enfant a des résistances, il va répondre soit en opposition directe en disant non, soit en ignorant complètement notre demande. Et là, c'est une opposition latente, mais qui est bien là. Donc, on a la résistance, et puis souvent, on va faire une deuxième demande, une troisième demande, et même parfois jusqu'à 10, 15 fois la même demande. Hein. Il y a des parents qui sont très patients. La charge mentale, elle est lourde. Tu as des pressions externes, la famille, l'école, le voisinage. Et ça, c'est aussi souvent invisible aux yeux des autres. Et on est très fort en tant que parent pour masquer ça parce qu'on veut maintenir un équilibre. Donc, il y a vraiment une pression forte et il faut pas être dans le déni de cette pression. Il faut pas être dans le déni de cette pression, mais il faut pas non plus tomber dans le travers de l'hypervigilance constante, de l'insécurité constante, tu vois. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est récurrent chez tous les parents d'enfants neuroatypiques, c'est que tu as un épuisement moral lié à cette pression, à cette charge mentale. Là, j'ai mis la petite image de la tour de contrôle, en fait, pour bien comprendre ce que c'est que les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est un gros mot neurologique là, qu'on utilise pour justement parler de toutes les fonctions de contrôle du cerveau. C'est des fonctions qui, en fait, sont utilisées au quotidien pour réaliser toutes les tâches qu'on doit faire, que ce soit des tâches scolaires, mais pas seulement, c'est-à-dire même s'habiller, se faire à manger. Voilà, les fonctions exécutives, nous servent au quotidien. Moi, j'invite de se poser 3 questions qui vont permettre d'y voir un peu plus clair.
La première, c'est au niveau de l'énergie. Comment il est, mon enfant, je dis enfant, mais enfant-ado, quand il rentre après une journée d'école? Est-ce qu'il est plutôt du genre explosif, à avoir envie de se défouler, de se décharger parce qu'il s'est contenu toute la journée? Ou est-ce que, et où, parce que l'un n'empêche pas l'autre, est-ce qu'il est plutôt complètement éteint, enfin voilà, il a plus de jus, comme on dit, parce qu'il a tout donné à l'école, etc. Du coup, les besoins vont pas être forcément les mêmes. De la même manière, au niveau de la concentration, je l'ai dit juste avant, est-ce qu'il a du mal à se lancer dans quelque chose, mais une fois qu'il y est, il a besoin d'aller jusqu'au bout, ou est-ce que les temps de concentration sont assez courts et que là, pour le coup, le timer va être efficace? Et enfin, dernière question, et que j'aurais pu mettre en premier parce que c'est souvent la plus importante, très caractéristique du TDAH, c'est ce besoin d'un temps très conséquent pour arriver à se mettre en route dans une tâche qui ne passionne pas, qui n'intéresse pas. Parce que Voilà, il y a 3 points qui vont être importants. On va parler du repérage, on va parler donc du kit d'urgence aujourd'hui. En 3 coups de crayon, on va faire une activité sur ces premières choses à faire. Et puis, on va parler après de l'après. Comment on fait pour se réconcilier si la phobie scolaire est avérée, si l'éviction scolaire dure plus de 2 jours, 5 minutes, etc. et que ça dure dans le temps, comment on fait à court terme, long terme, etc. La première chose qui est importante, c'est que finalement, il y a 3 parties, 3 éléments dont il va falloir tenir compte. Le premier, c'est la tête, donc le côté rationnel. Le deuxième, c'est le cœur, donc le côté émotionnel. Et le troisième, je vais représenter par la main ici, c'est la mise en action. D'accord? Et là, la question qu'on se pose, très souvent dans ces cas-là, on veut d'abord faire quelque chose. Voilà. Donc, tout de suite, pour rassurer les parents, comme souvent, hein, et les enseignants, ce n'est pas parce que votre enfant a un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, qu'il est bête. Hein. Pas du tout. Ce sont des enfants, en règle générale, extrêmement intelligents. Ce n'est pas un manque d'éducation, comme on peut souvent vous le reprocher, en famille, en société, parce qu'il est agité, voilà. Pas du tout. Ce n'est pas de la paresse, la plupart du temps, sauf si on a un ado, voilà, qui est un petit peu paresseux, parce que ça va avec l'âge aussi, des fois. Et ce n'est pas de la provocation, quand bien même ça pourrait paraître. Et je pense que ce qui est vraiment essentiel aujourd'hui, en tout cas pour vraiment les générations qui arrivent, et je pense que c'est ce dont ils ont besoin et ce qu'ils recherchent, c'est vraiment de mieux se comprendre. C'est vrai, parce que je pense que comme ils vont faire plein de métiers, ils vont changer souvent de voie, et enfin voilà, les métiers de demain, on ne les connaît pas en fait, hein, ça change en permanence. C'est vraiment de comprendre qui ils sont en fait, qu'est-ce qui les anime, quelles sont leurs valeurs en fait, est-ce que c'est la liberté, est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est l'amour, enfin voilà, qu'est-ce qui est l'amitié, enfin c'est vraiment hyper important parce que ça va vraiment déterminer les choix qu'on fait dans la vie quand on va dans telle ou telle filière. Est-ce que les enfants qui ont un TDAH ont plus de proportions à être harcelés ou pas? J'ai envie de dire, ça dépend, mais effectivement, leur facilité à être, leur impulsivité, leur forte réaction émotionnelle fait qu'ils sont plus facilement repérés dans la cour de récré, donc plus facilement ciblés, mais pas forcément victimes. Hein. Tout dépend de ce qu'ils sont capables de mettre en place, de leurs habiletés sociales. Voilà. Un enfant qui est ciblé ne sera pas forcément harcelé. Et ça va être là notre propos d'ailleurs. Une de nos premières interventions au tout début de Tip Top, c'était dans un collège, toute une équipe professorale. Et là, on fait des ateliers. Et donc, nous, quand on fait, il y a un prof qui a eu la formation Tip Top, un prof qui n'a pas eu la formation Tip Top, donc c'est Alexandre ou moi. Et là, à la fin, moi, je dis les mots cash hein, quand je fais la prof qui n'a pas eu la formation. Et une prof qui dit oui, je suis comme vous. Et moi, je fais pas comme ça. Moi, je le fais pour montrer. Et elle dit oui, mais moi, je fais ces réflexions-là à mes élèves. Mais je suis pas méchante, mais je m'en rends pas compte. Et c'est vrai que là, je me trouve horrible en fait. Elle dit je me rends compte du mal que j'ai pu faire à mes élèves inconsciemment et maladroitement. Mais voilà. Et elle l'a dit devant
tous ses collègues. Et c'est vrai que nous, ça nous a vraiment surpris. Et ça a été assez impressionnant. Si, je dirais que la partie hyperactivité, finalement, c'est la partie qui est un peu la plus facile à gérer. Celle qui est plus difficile, je trouve, c'est tout le côté impulsivité, de pas avoir de filtre, d'avoir des émotions qui sont très fortes, de se vexer, de se mettre vite en colère, d'être vite triste, mais d'être aussi vite surexcité. Comment tu le vis ça, toi, quand tu as des émotions fortes? Ça dépend lesquelles, encore une fois. Si c'est de la joie, je bouge partout, je suis tellement contente, je parle vite, je trouve ça hyper cool et tout. Si c'est la colère, je parle fort, je parle grave, je suis un petit peu agressive. Si c'est de la tristesse, c'est une très grande averse. Ouais, tout est exacerbé et ça c'est après encore une fois à la maison c'est plus facile qu'à l'extérieur où à l'extérieur tu as toujours le jugement des autres. Je ne sais pas si le terme de cerveau décroche est très heureux, mais on a vraiment souvent l'impression qu'on est dans une activité et que tout d'un coup on décroche. On pense à autre chose ou on pense à rien ou on ne sait plus ce qu'on fait. Et pour les enfants comme pour les adultes, ça je crois que c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. Et en fait, comme je vous l'ai dit, par le biais du sommeil, j'ai vu qu'il y avait vraiment une façon de limiter ces difficultés si fréquentes chez l'enfant TDAH. Alors, ce que je vous propose, c'est de comprendre pourquoi votre enfant semble absent et quel est le rôle de l'éveil et du sommeil. Il y a vraiment un lien qui est sous-estimé, mais qui est central et dont on parle finalement peut-être pas suffisamment. Et puis, une fois qu'on aura compris, quelques petites astuces pour essayer d'aller un peu plus loin. Au niveau, parce que c'est pour ça que je donne cette conférence aujourd'hui, c'est plus l'approche, on va dire, nutritionnelle. Alors, j'ai mis nutritionnel alimentaire parce que je ne vais pas vous parler de nutriments, mais je vais vous parler d'aliments. Parce que nous, en tant que parents, ou moi en tant qu'accompagnant, je vais d'abord essayer d'accompagner les enfants sur le chemin de l'alimentation. Et après, s'il y a des insuffisances, des carences ou autres, on ira sur les nutriments, ajouter des vitamines en capsule, en gélule, en tout ce que vous voulez. Mais je vais d'abord, et c'est ce que je voulais par cette conférence-là, vous transmettre des informations sur l'aliment et donc sur l'alimentation. Et avant toute chose, vous dire que l'alimentation, ça ne cause pas le TDAH. Parce qu'on voit beaucoup de choses sur la toile en disant c'est parce que ton enfant il mange ça, donc hop, il devient ou il devient plus. Enfin voilà, TDAH, on voit beaucoup de choses. Donc, notamment le sucre. Le TDAH, c'est multifactoriel, on le sait, donc il y a des causes génétiques, biologiques et environnementales. Et il y a notamment des études qui ont démontré que des déficits en certains nutriments, ils pouvaient aggraver les symptômes. Et de plus, un microbiote intestinal déséquilibré, en fait, c'est lié à un risque plus élevé de troubles de l'attention et de la régulation émotionnelle chez l'enfant. L'environnement dans lequel évolue l'enfant peut activer ou atténuer en fait l'expression du TDAH. C'est pour ça qu'une approche vraiment intégrative où on va inclure la nutrition, le mode de vie, le soutien éducatif aussi, en fait ça va vraiment être essentiel pour accompagner les enfants et puis aussi leurs parents. C'est pas toujours facile en tant que parent. En fonction, si on mange un aliment à IG, à indice glycémique haut, à indice glycémique bas ou à indice glycémique modéré, ça va avoir des impacts différents sur le corps. Donc en fait, quand on mange des aliments à indice glycémique haut, donc ça va être des aliments très riches en sucre. Ça peut être, par exemple, le matin, si on prend un petit déjeuner avec du pain blanc, de la confiture, un jus d'orange, c'est des aliments très sucrés. Et donc, ce qui va se passer, c'est que une fois que le sucre a été ingéré, lors de la digestion, le taux de sucre va monter très vite dans le sang. Et ça va faire un pic de glycémie, ce qu'on appelle un pic de glycémie. Et en fait, il va redescendre tout aussi rapidement. Donc, en fait, il va y avoir une chute brutale du taux de sucre dans le sang. Et il va descendre tellement bas et tellement rapidement qu'il va aller en dessous du taux de glycémie normal. En fait, l'idée, c'est que si on mange un petit déjeuner très sucré, en fait, notre glycémie, elle va faire ça, elle va redescendre. Quand elle va être en dessous
du taux normal, bah, notre corps, il va faire quoi? Il va nous demander du sucre parce qu'il a besoin d'énergie. Du coup, c'est là où on va être un peu irritable, on va être fatigué. Et donc, on va remanger du sucre. Et là, ça va remonter et ça va faire des pics. Donc, en fait, ça va faire des montagnes russes de sucre. Donc, c'est ici que va jouer la molécule odorante par l'intermédiaire donc de principes actifs, mais aussi ces principes actifs vont avoir une action sur l'émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'action au niveau du physique, d'accord, donc des molécules odorantes bien précises, des chémotypes qui vont agir sur le système nerveux autonome, mais aussi une information plus subtile, émotionnelle et énergétique. Et donc, au lieu là de demander un effort cognitif à un enfant avec ce type de profil, en fait, ça va sans poser de mots, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de trop en dire. En fait, l'information olfactive va jouer ce rôle-là. Inviter l'enfant à percevoir, le soutenir en fait dans sa perception. C'est pour ça que l'expérience, on va dire, qui passe par les sens, qui passe par le corps, elle est très très importante en fait. Donc je suis pas seule à le dire, hein, tout ça c'est enrobé vraiment d'un maillage scientifique. Il y a une étude récente qui montre que même en milieu urbain, si les enfants, alors on parle d'exposition à la nature, sont exposés 20 minutes dans un parc urbain, mais où la nature est présente, ces enfants même qui sont atteints de TDAH peuvent justement bénéficier d'une restauration de l'attention, se sentir aussi moins stressés. Et ça, c'est des études qui appuient forcément mon propos, mais aussi ma pratique, et du coup, qui pourraient vous soutenir, vous, les parents qui accompagnez ces enfants-là, de se dire... L'idée, c'est de vous proposer une autre réalité, une autre perception de ce que vous pouvez considérer comme obstacle, comme souffrance, comme difficulté. Avec les images, avec la métaphore, on peut appréhender d'autres manières de voir les choses, de vivre les choses, d'autres solutions que notre cerveau bien conditionné ne voit pas forcément de manière standard. Tu vois, c'est comme si tu avais une Ferrari, une super belle Ferrari, et elle est obligée de rouler dans un embouteillage à 5 km/h en plein Paris. On est d'accord qu'elle peut le faire, mais bon, elle souffre. Notre cerveau TDAH, dans notre réalité, c'est la même chose. Hein. Et en fait, c'est la même chose pour un adulte avec TDAH ou pour nos enfants, en fait. Il peut s'adapter. Il peut acquérir de nouvelles habilités sociales pour s'adapter à son environnement, à son contexte. Mais c'est douloureux. Donc, pour terminer, le vrai danger, en fait, c'est pas le fait d'avoir un trouble déficitaire de l'attention. C'est principalement le regard des autres, en fait, qui va se répéter et qui va stigmatiser, en fait, quelque chose. Et donc, forcément, c'est pour ça que je l'écris, un enfant qui le croit profondément, en fait, il va arrêter d'essayer. Et je l'avais dit, Fabien, en commençant, hein, je ne vois pas pourquoi je devrais faire des efforts. Et alors, à ce moment-là, peut-être en arriver dans une posture d'auto-sabotage. Voilà, je termine avec ça. Les enfants TDAH, ce sont tous des petits génies en herbe. On le sait très bien, en fait, tout simplement. Ils sont sensibles, ils sont réactifs, ils sont brillants, ils sont rapides. Et quand on leur permet, quand on les autorise à pouvoir s'exprimer dans leur manière de faire, ils explosent. Mais par contre, ils ont besoin aussi d'un cadre. Donc, me voilà dans ma chambre un dimanche après-midi, à commencer à étudier cette leçon. Je la lis. Et puis, il arrive en fin d'après-midi, je n'avais pas bougé de ma chaise, j'étais toujours en train de lire cette leçon. Et il me prend mon cahier, il me dit, bon, Arthur, maintenant, dis-moi ce que tu as pu apprendre cet après-midi en passant 5 heures sur cette leçon. Et je réfléchis et je n'arrive pas à trouver de quoi parler cette leçon d'histoire. Tout simplement parce que ce que les deux autres vont voir à l'extérieur, c'est finalement, il n'a pas envie, il n'est pas motivé, il est distrait par 1000 autres trucs, donc ça l'intéresse pas. Et c'est le cas, dans les faits, c'est le cas, mais c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que même en n'ayant rien d'autre pour se distraire, on va toujours trouver le moyen à l'intérieur de pouvoir se distraire sur autre chose, étant donné que c'est pas un problème de motivation, c'est un problème d'activation, c'est un problème neurologique de cerveau qui est différent, qui fonctionne différemment des autres cerveaux. Et malgré toute la bonne volonté, c'est quelque chose qui ne me stimulait pas, donc je n'arrivais pas à m'y mettre. Et là, c'est ce soir-là où je pense
mon père a compris qu'il y avait autre chose qu'un souci de motivation. Voilà. Et effectivement, au moment du diagnostic de son enfant, quand on est un parent concerné, bizarrement, ça éveille des échos. Alors, on se doute, on se reconnaît souvent dans certaines choses que chez notre enfant avant, sans savoir ce qu'on est en train de reconnaître, en fait. Hein. L'écho, on ne sait pas ce qu'on entend. Mais on se reconnaît. Ah ben moi aussi, au même âge, j'avais du mal à rester assis en classe. Moi aussi, j'étais trop bavarde. Moi aussi, enfin voilà. Il y a beaucoup de moi aussi. J'étais comme ça. Nos parents à nous vont nous dire « Mais t'étais pareil quand t'étais petit ». Oui, merci, j'ai galéré. Alors, la troisième sorte d'outils concrets, pour moi, ce sont les outils corporels. Donc, tous les outils qui mettent le corps en mouvement, qui mobilisent et qui invitent le corps à se mettre en mouvement. De nouveau, on va avoir le sport, la psychomotricité pour les enfants. Donc, par exemple, les enfants qui font des colères ou qui ont du mal à canaliser leur énergie, on a cette très bonne technique qui est la psychomotricité relationnelle. Voilà, et aujourd'hui, on avait envie de partager avec vous cette réflexion sur comment on peut accompagner nos ados alors qu'ils sont en même temps à un âge où ils se détachent de nous, en fait. C'est aussi un moment où notre parole, on a l'impression qu'elle a moins d'importance pour eux. Et donc, du coup... Et nous, on a quand même envie d'être dans ce jeu-là, de ne pas laisser complètement notre ado en autonomie là-dessus, et d'être quand même, d'avoir une parole qui peut compter pour lui. Ouais, et eux, ils ont aussi besoin qu'on les accompagne. En fait, ils sont dans cette double, à la fois la recherche d'autonomie et en même temps d'aller chercher, ils nous veulent quand même pas trop loin d'eux. Et puis nous, on joue aussi dans ce jeu de l'orientation avec nos peurs, qui sont parfois légitimes, parfois irrationnelles. Voilà. Et donc l'objet aujourd'hui, c'est de voir un peu quelle posture on peut avoir et quelles sont les choses qui sont à notre disposition et dont on peut se saisir pour les accompagner. Et on va commencer.